Alors bonjour Emmanuel Paulan d'avoir accepté mon invitation et d'être le premier invité de cette saison 2 de Et demain on fait quoi? Merci à vous, c'est un plaisir. Donc vous êtes directeur d'initiative et développement et on va parler d'un sujet qui anime chaque été les Français, c'est la question de l'eau et sa raréfaction et l'accès à l'eau potable. Moi j'ai une première question, on sait que chaque année il y a des épisodes de sécheresse. Météo France a publié une étude en disant qu'il y avait autant de vagues de chaleur avant 2005 que depuis 2005. Est-ce que la situation en France cet été en 2020, elle est particulièrement préoccupante? Peut-être avant de répondre à votre question, simplement rappeler que je suis effectivement donc, directeur général d'initiative développement à Poitiers. Je suis aussi secrétaire général de la Fondation Daniel Mitterrand, qui a énormément travaillé sur l'eau, et c'est aussi à ce titre-là que je vais vous répondre. Et puis, je suis président du collectif CRID, qui notamment participe à l'organisation des marches climat, organise le festival des solidarités tous les ans. Donc, c'est aussi à ce titre-là, voilà, que j'ai un éclairage un petit peu global, à la fois de ce qui se passe en région, mais aussi de ce qui se passe en France et à l'international. Donc voilà, c'est important que pour les gens qui nous écoutent de pouvoir comprendre ça. Euh, L'épisode de canicule de cette année, enfin l'épisode de sécheresse de cette année, n'est pas en tant que tel extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est la répétition de ces événements et le risque que l'on prend à ne pas faire évoluer plus rapidement qu'on ne le fait nos systèmes agricoles et les politiques que l'on mène au regard du dérèglement climatique. Je trouve qu'il y a encore trop de gens, enfin là, on va y revenir, mais la position de Barbara Pompili ou la position de Dupond-Moretti nous font bien comprendre qu'aujourd'hui, la conscience de l'urgence n'est pas du tout là pour les politiques, que les lobbies sont encore beaucoup trop puissants et que quelque part, l'évidence qui commence à grandir pour les citoyens, je trouve que les résultats des élections municipales de ce point de vue-là sont très intéressants. On voit qu'il y a une conscience, non pas de l'écologie, mais de la réalité de ce qui est en train d'arriver à la planète et de ce qui est en train de nous arriver dans nos modes de fonctionnement et par rapport à la façon dont on regarde notre modèle de société et la façon dont on souhaite le faire évoluer. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est euh, comment regardons-nous ce qui se passe depuis 2005 et comment on doit réussir à en apprendre quelque chose et à transformer plus rapidement qu'on ne le fait pour l'instant. Parce qu'il y a un risque si on ne transforme pas, c'est ce que j'ai lu dans différents journaux. Il y a une question de la raréfaction de l'eau potable et de l'accès à l'eau potable. On a connu sur différents étés des situations mais minoritaires, des petits villages qui étaient alimentés par des citernes, par exemple, parce qu'il n'y avait plus d'accès à l'eau potable pour les habitants. Est-ce que si rien ne change, est-ce qu'on a un risque que la France ait une pénurie d'accès à l'eau potable? Alors, il y a deux risques. Pour moi, il y a vraiment le risque des petits pas. On est encore dans des actions politiques qui sont des petits pas. Moi, j'ai été marqué par la réaction de Laurence Tubiana, à qui a priori on avait proposé le poste de ministère de l'Environnement et qu'il l'a refusé parce qu'elle disait on peut plus faire de la politique à petits pas et ce qu'on me propose là, c'est de faire de la politique à petits pas. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est important à garder en tête. Sur l'eau potable, je pense qu'il faut différencier quand même eau potable et eau douce. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des problématiques d'accès à l'eau potable pour des petits villages très enclavés, etc., qui s'appuient sur des sources qui peuvent finir par ne plus être alimentées. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui est très forte. Mais la vraie question qu'on va avoir, c'est la problématique de l'eau douce et des dynamiques agricoles. C'est-à-dire que si on ne change pas radicalement de mode de fonctionnement, on s'en sortira pas. On n'aura jamais assez de ressources. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose de difficile à accepter en France parce qu'on est dans un pays où il y a énormément d'eau. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de vivre une vingtaine d'années en Afrique, notamment au Sahel. Et quand on est dans des pays qui n'ont pas d'eau, ou très peu d'eau, il y a toujours un ministère de l'eau déjà, et il y a une habitude des populations et une habitude des acteurs à prendre en compte cette rareté et à faire en sorte de s'organiser autour de cette rareté. Et c'est vrai qu'en France, on a tellement de chance avec la quantité d'eau qu'on peut avoir, on a du mal
à penser qu'on puisse aller vers ce mode-là. Peut-être que le changement, ce sera quand un président décidera de mettre en place un ministère de l'eau et qu'on aura réellement des engagements politiques pour regarder un peu plus la situation qu'on ne le fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est toujours traité en aparté au niveau du ministère de l'Environnement et c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le poids politique sur l'engagement pour l'eau qui serait nécessaire pour faire avancer les choses. Le jour où on verra Emmanuel Macron ou un prochain président participer lors d'une COP climat au débat sur l'eau, on pourra dire qu'on aura peut-être un commencement de changement. La dernière fois que moi j'ai assisté à une COP, c'était à Marrakech. Même la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui était sur place, n'est pas venue pour le débat sur l'eau. Donc on voit bien que pour moi, ce manque d'engagement politique est très inquiétant pour trouver des solutions visant à mieux partager l'eau et à protéger notre ressource en eau. Au début, vous avez parlé de revoir le modèle et il y a un secteur qui est souvent pointé du doigt, c'est le secteur agricole, puisqu'aujourd'hui on est dans un modèle agricole qui consomme beaucoup d'eau. Comment on le remet à plat? Est-ce que c'est une des clés aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, avoir une meilleure gestion de l'eau et la rendre accessible et avoir une eau durable pour tous? Alors, évidemment, c'est un sujet sensible. Bon, moi, d'origine angevine entre Angers et Saumur. J'ai grandi à la campagne. J'ai travaillé tous les étés dans les fermes autour de chez moi, au niveau du maïs, faire les arrosages, etc. Enfin, j'ai l'habitude de ce milieu-là. Effectivement, c'est un milieu qui est souvent stigmatisé, avec des agriculteurs qui comprennent pas forcément pourquoi on les vise. Euh, pour autant, on est vraiment dans un système pervers, c'est-à-dire que on entend régulièrement les grands syndicats agricoles, notamment la FNSEA, qui veut nous faire pleurer, mais la réalité, c'est que les agriculteurs souffrent pour la plupart d'entre eux, pardon, notamment pour les plus petits, parce que quand on parle des gros producteurs, dans ces cas-là, on n'a pas de problème. Et c'est eux qui se battent avec la FNSEA pour garder leur mode de fonctionnement. Mais dès qu'on parle de plus petite production, on est avec une complexité beaucoup plus grande. Donc par rapport à ça, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est changer le modèle de subvention. On est aujourd'hui dans un modèle de subvention qui appuie toutes les agricultures qui sont arrosées, donc qui ont besoin de plus de ressources en eau. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est subventionner celles qui sont plus économes en eau. Donc ça, c'est des révolutions de fonctionnement qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas du tout simples à mettre en œuvre, mais qui peuvent sembler évidentes. Donc il faudra qu'il y ait un engagement politique beaucoup plus fort aussi par rapport à ça. Et puis ensuite, il faut sortir du toujours plus. Moi, j'avais été marqué, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec la Fondation Daniel Mitterrand, avec Jean Glavany, qui à l'époque où il était député dans sa région des Pyrénées-Atlantiques, avait beaucoup travaillé avec les agriculteurs de son coin, qui demandaient des barrages d'eau supplémentaires pour avoir plus de ressources en eau, etc. Et au fil des années, plus il leur accordait de barrages, plus ils demandaient de barrages. Il avait fini par leur dire, mais vous en voulez toujours plus, ça s'arrêtera jamais. Donc, on peut pas imaginer rentrer dans cette dynamique du toujours plus. Et pour moi, c'est ça le plus grand problème. C'est que on est dans une société qui a été habituée à vouloir toujours plus. Et maintenant, il faut qu'on construise une société dans laquelle on pourra trouver un équilibre entre ce qu'il est possible de faire au regard des ressources naturelles qui sont là pour nous, et puis de faire évoluer ce modèle pour qu'il soit plus équilibré, plus en rapport avec ce qui est jouable, dans le respect de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour moi que de voir le nombre de suicides chez les agriculteurs. À un moment donné, les agriculteurs ne se suicident pas parce qu'il y a des écolos qui demandent des changements. Les agriculteurs se suicident parce que le système dans lequel ils sont ne fonctionne pas. Et il faut absolument réussir à sortir de ce système-là pour avoir quelque chose qui soit plus respectueux des personnes, plus respectueux des agriculteurs et qui puisse permettre en même temps d'être plus respectueux de l'environnement. Il va falloir qu'on invente autre chose et par exemple qu'on fasse évoluer le type de production. Enfin, c'est des choses qu'on fait dans le milieu du développement, notamment dans un grand nombre de pays en Afrique depuis déjà très longtemps. On fait évoluer les productions de céréales, par exemple, pour avoir des céréales qui sont plus économes en eau et qui correspondent
à la pluviométrie qu'il peut y avoir sur certains territoires. Même en France, faire du maïs, qui est normalement une plante de mousson, dans des pays, enfin dans des zones où il ne pleut pas en été, c'est une hérésie. Il y a le poids aussi, vous l'avez dit au début, des lobbies. Les plus grandes multinationales de l'eau sont pour la plupart françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sortir de la marchandisation de l'eau avec le poids de ces lobbies, avec un gouvernement qui cède à chaque fois que le lobby lève un doigt, en fait? Les lobbies, enfin, en tout cas, la puissance des multinationales de l'eau, elle est là. Moi, j'ai eu l'occasion de me confronter à elle, notamment sur la question des coupures d'eau illégales. On a réussi quand même à gagner et à faire en sorte que l'interdiction de ces coupures s'applique, mais ça a été un combat de 5 ans, une très grande violence. Et moi, c'est sur ça que je voudrais revenir, c'est-à-dire que, notamment sur la question du service public de l'eau, euh, on ne peut pas dire qu'on met en œuvre un service public de l'intérêt général si on met en œuvre une telle violence. Et dans les rencontres que j'ai pu faire avec toutes ces familles qu'on a aidé à retrouver l'eau, qui étaient sans eau du fait d'un impayé, euh, c'était la violence que ça représentait pour elles et pour leurs enfants. Et on ne peut pas dire qu'on met en œuvre ce service public avec l'ambition de partager l'eau si on le fait avec une telle violence. Et si on veut que notre société évolue positivement, il faut qu'on réussisse à déconstruire la violence qui émerge un petit peu partout. Et le faire sur le service public de l'eau, ce serait déjà un premier pas, parce que c'est assez simple. Parce que bon, quand on a des activités commerciales diverses et variées, après c'est un business, voilà, il y a une concurrence, mais sur l'eau, c'est pas le cas. Sur l'eau, c'est juste permettre à chacun d'avoir accès à l'eau pour pouvoir vivre dignement chez lui. C'est vraiment ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel dans la décision qu'il a prise en 2015, quand il nous a appuyé sur la demande de validation de cette interdiction des coupures d'eau. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça en tête et il faut que les politiques puissent se dire certains sujets peuvent être traités comme des biens communs, peuvent être traités hors des lois du marché, pour faire en sorte d'essayer, dans notre société qui devient très violente, de construire des espaces qui soient plus respectueux de chacun, qui soient dans le partage et qui ne soient pas dans des dynamiques économiques, autant au sens concurrentiel du terme. C'est un truc qui m'a profondément marqué quand on a lancé cette campagne contre les coupures d'eau illégales. La première chose qu'on nous a dit, et tout le monde, tous les acteurs de l'eau nous l'ont dit, ils ont dit on ne peut pas se passer des coupures d'eau, sinon le système va s'effondrer purement et simplement. Ça fait maintenant 7 ans que les choses sont enclenchées. Ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a plus de coupures d'eau en France et le système économique s'est pas effondré. Donc il faut qu'on arrête de dire un peu n'importe quoi. Et il faut que les politiques aient le courage de faire en sorte de mettre en œuvre un service public de façon moins violente, plus respectueuse de chacun. Et tant pis si ça coûte un tout petit peu plus cher. Parce que de toute façon, c'est pas ça le problème. On nous avait dit, par exemple, pour les coupures d'eau, que les impayés allaient exploser. À l'arrivée, les impayés ont augmenté un petit peu, mais ils n'ont pas explosé. Et le système est toujours en place. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette dimension-là qui est la plus importante, c'est déconstruire de la violence et mettre en œuvre un service public plus respectueux de chacun. Et on a vu aux élections municipales une poussée de l'arc progressiste, notamment écologique, dans des grosses villes. Est-ce que la municipalisation de la gestion de l'eau, est-ce que ça peut être une réponse à ça? Ce qui est important, de mon point de vue, ce qui est important, c'est que chaque municipalité puisse choisir de façon claire la façon dont elle souhaite mettre en œuvre son service public de l'eau. Donc, moi, j'ai la chance d'être à Poitiers, à Grand Poitiers, et on a une régie municipale de l'eau qui fonctionne très bien depuis très très longtemps, qui se met en œuvre. Mais à côté, il y a l'eau de la Vienne, qui est aussi un service public plus large, qui travaille avec certaines multinationales pour mettre en œuvre son service de l'eau. Ce qui est important, c'est que les politiques aient la main. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression que derrière des acteurs politiques qui ne comprennent pas le service public de l'eau, ce sont des multinationales qui décident pour elles. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait une politique nationale de l'eau beaucoup plus forte. On ne peut pas juste se permettre d'avoir un ministre de l'Environnement qui, de temps en temps, vient dire la situation est critique.
il faut qu'on ait une ambition pour le service public de l'eau. Et quand on voit que l'État fonctionne quasiment systématiquement depuis maintenant de nombreuses années sur les agences de l'eau pour alimenter son budget et non pas pour investir sur les problématiques de l'eau, on voit bien qu'il n'y a pas d'ambition sur le sujet. Donc là, il faut absolument qu'à un moment donné, on redonne un signal. Alors, bon, j'évoque le ministère de l'eau que j'ai eu la chance de croiser de très nombreuses fois en Afrique. Moi, je pense que ce serait une très bonne idée de pouvoir dire on met en place un ministère de l'eau et on a une vraie politique de l'eau qui se met en place dans notre pays pour pouvoir traiter tous les sujets, à la fois du service public de l'eau, des réseaux, de la ressource en eau et faire en sorte de prendre à bras le corps un sujet qui va grandir dans les années qui viennent. Alors, dernière question, on va finir là-dessus. Effectivement, vous êtes très engagé sur les questions écologiques au sens large du terme. On a découvert hier dans le JDD que le nouveau ministre de la Justice avait préfacé le livre du président de la Fédération nationale des chasseurs avec des propos très durs à l'encontre des écologistes, les qualifiant notamment d'ayatollahs. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut rester ministre de la Justice dans un gouvernement où le Premier ministre a dit il y a quelques jours qu'il fallait être tous écologistes? Bon, moi, je trouve surtout ça très, très, très triste. Hein. Nous, on a travaillé pendant des années à essayer de protéger des réfugiés iraniens qui étaient victimes des ayatollahs. Je sais ce que c'est qu'un ayatollah et pouvoir traiter les écologistes d'ayatollahs sous prétexte qu'il y a des chasseurs qui veulent maintenir des pratiques barbares de chasse à la glu, par exemple, ça, j'avoue, je comprends pas. Et c'est toujours la problématique des lobbies pour moi. Moi, j'ai un beau-père qui est chasseur, mais qui est un chasseur du dimanche, qui met son fusil sur l'épaule, qui part avec son chien et qui fait une grande promenade en forêt. Ça pose pas de problème. Derrière, les lobbies de la chasse, on ne sait pas exactement ce qui se cache. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, comme ça a été le cas pour la pêche, pendant des années, les lobbies de la pêche étaient contre l'environnement. Aujourd'hui, les acteurs de la pêche sont avec les écologistes pour défendre la préservation des rivières, etc. Moi, je pense que ça viendra aussi pour la chasse. Mais le fait que les politiques ne soient pas capables, comme le ministre de la Justice, de se rendre compte de l'ineptie de vouloir mettre les chasseurs contre les écologistes, ça c'est une catastrophe. Que les chasseurs ne le comprennent pas encore, c'est pas un problème. Mais que les politiques ne le comprennent pas, ça par contre, c'est une erreur grave. Et c'est vrai que quand Jean Castex a dit tous écologistes, qui le croit? C'est vraiment ça la problématique. Aujourd'hui, pour un gouvernement de droite, c'est qu'ils disent écologistes parce qu'il faut le dire, mais on comprend bien qu'ils le vivent pas à l'intérieur. Et pour moi, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a encore 30 ou 40 ans, on pouvait être écologiste par ambition. Aujourd'hui, on doit être écologiste par urgence. Et il faut absolument transformer nos modèles de société beaucoup plus radicalement qu'on le fait pour l'instant. Et je dis bien transformer, il ne faut pas casser ce qu'on est, mais il faut le transformer très vite. Et c'est vrai que dans la réélection d'Éric Piolle sur Grenoble, je trouve qu'on a un signal tout à fait intéressant où on voit qu'après 6 ans de politique écologiste, les gens de Grenoble ont souhaité le renouveler. Peut-être que ça, c'est un signal politique plus intéressant que la signature, enfin que la préface de notre ministre de la Justice pour un livre des chasseurs. Voilà. Pour moi, c'est ça le message. Mais merci de nous avoir accordé ce moment et en espérant que le ministère de l'eau soit rapidement créé. Absolument. On va espérer ça. Et puis, je vous souhaite donc bonne continuation hein, pour toutes vos vidéos et puis et au plaisir de nos échanges peut-être dans d'autres endroits. Merci à vous. Merci.